Bonjour, alors je reçois régulièrement des questions d'abonnés, particulièrement en ce moment, sur le fonctionnement de mes portefeuilles et notamment de savoir quand est-ce que on doit rentrer sur le titre que j'inscris dans les portefeuilles, que je place dans les portefeuilles, quand est-ce qu'on doit vendre, est-ce qu'on peut acheter des valeurs qui ont déjà beaucoup progressé ou bien au contraire, est-ce qu'on peut acheter des valeurs qui ont fortement baissé. Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'en ai aussi sur la pondération. Est-ce que je dois pondérer exactement pareil que sur le portefeuille modèle ou alors pour ceux qui ont souscrit aux 3 portefeuilles ou à 2 portefeuilles, comment panacher entre les divers portefeuilles? Donc il y a toute une série de questions sur le fonctionnement de mes portefeuilles. Alors la première chose vraiment très importante, et c'est valable quel que soit l'investissement qu'on fait en bourse, c'est de se dire que le cours d'achat n'a absolument aucune importance. La date d'achat également, ce sont des données à oublier qui sont absolument pas utiles pour l'analyse. C'est utile dans un seul cas en fait, c'est quand on est dans une position de trading. Dans ces cas, effectivement, on va regarder le cours d'achat, on va placer un stop loss pour limiter le niveau de la perte de la position de trading à un montant ou à un pourcentage du patrimoine financier global qu'on a défini au départ. Dans tous les autres cas, pour moi, ça n'est pas une donnée qui est utile, c'est pas une donnée pertinente. Alors, je vous donne 2 exemples. Alors l'un, par exemple, en ce moment, dans le portefeuille PEA, j'ai une valeur qui cote nettement en dessous de 1,5 €, qui est cotée sur le marché libre, sur laquelle ma position pour l'instant est perdante de plus de 30%. Elle a même été à moins 50% ou quasiment moins 50% à un moment. Bon, cette valeur, l'analyse, elle est très simple à faire dessus. C'est une valeur qui possède des obligations d'État, qui a un portefeuille d'obligations d'État, qui est valorisable entre 4 et 6 € par action. En ce moment, elle cote, je vous l'ai dit, en dessous de 1,50 €. Donc là, il y a 2 choses qui peuvent se produire. En fait, soit les comptes sont sincères. Bon, c'est, je pense, de loin l'hypothèse la plus probable. Il y a quand même un commissaire aux comptes européen sur le dossier. Il y a eu des échanges entre actionnaires dirigeants qui se sont faits à près de 4 € sur l'action. Dans ces cas, à un moment ou à un autre, une fois que l'anomalie sera corrigée, le cours va rejoindre la zone que je citais, qui est entre 4 et 6 € et l'anomalie de marché sera corrigée. L'hypothèse défavorable, la moins probable, mais que je ne peux pas exclure, c'est que les comptes ne soient pas sincères, qu'il y ait des malversations effectuées par les dirigeants. Et dans ces cas, l'action vaudra probablement 0 ou pratiquement 0 et je perdrai ma mise. Bon, évidemment, j'ai calculé le montant de ma mise pour que le risque soit tout à fait acceptable. Je ne vais pas mettre 30 ou 40% de mon portefeuille sur ce type de valeur, mais bon, vu l'anomalie de marché qui existe, je pense que c'est un bon investissement. En tout cas, c'est un bon rapport bénéfice-risque. Donc, une fois qu'on a dit ça, le fait que j'ai acheté à 1,5, à 2 €, à 1 €, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est la valeur par action, l'objectif de cours qu'on a entre 4 et 6 €, et puis c'est tout. Donc peu importe à quel moment j'ai pu acheter cette action, peu importe à quel cours j'ai pu l'acheter, qui est évidemment bien inférieur à l'objectif que je cite. De mémoire, j'ai dû l'acheter en prix moyen aux alentours de 1,8 €, mais ça, je vous dis, ça n'a aucune importance particulière dans l'analyse. Un autre exemple, alors j'ai une action dans un de mes portefeuilles PA, le portefeuille offensif que je propose, qui elle est gagnante de 180%. Donc on peut se dire, bah oui, cette action, elle a déjà beaucoup progressé, donc elle est trop chère, je ne peux plus l'acheter. Quand je regarde ses ratios aujourd'hui, après sa progression de 180%, voilà ce qui se passe en réalité. Elle a un PER de 4,31, elle a un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 4,30, un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui est à 0,18 et même par rapport à ses capitaux propres, bon, c'est une valeur de croissance et même d'hypercroissance. Son chiffre d'affaires augmente très rapidement, ses résultats augmentent très rapidement, c'est une valeur de distribution.
Bon, le ratio price to book, c'est-à-dire capitalisation sur capitaux propres, il est à 1,4. C'est pas quelque chose, c'est pas décoté, mais c'est pas du tout quelque chose d'excessif pour une valeur de croissance de ce type. Sur la base de ces ratios, même si elle a progressé de 180% déjà, ça reste pour moi une opportunité parce qu'on a un PER à 4,3, on a un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA sur une valeur qui a prouvé pendant des années ses capacités à générer une forte croissance, en grande partie positionnée sur des marchés émergents sur lesquels elle peut gagner encore beaucoup de place, beaucoup de parts de marché. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison évidemment de la vendre, mais il n'y a aussi aucune raison de ne pas investir sur cette valeur. Donc, à chaque fois, dans les portefeuilles, les lettres mensuelles, la lettre PEA, la lettre rendement ou bien la lettre anti-effondrement, hein, sur lesquelles il y a des reportings tous les 2 mois. Pour la lettre PEA, c'est tous les mois avec des alertes en plus si nécessaire. Je fais un reporting détaillé dans lequel je décris la situation de chaque valeur. Et évidemment, j'explique si on doit la garder, si on doit la vendre, qu'est-ce qu'on doit faire avec. Et en général, évidemment, si je garde la valeur dans le portefeuille, c'est qu'elle est toujours achetable. Sinon, si elle n'avait plus de potentiel, si j'estimais que bon, elle a atteint son objectif, à ce moment-là, je dirais, je la sors du portefeuille et je la vends pour passer à autre chose. Donc voilà pour ces questions de est-ce qu'il faut acheter après une forte hausse ou après une forte baisse du cours. La deuxième question, c'est la pondération pour ceux qui ont plusieurs portefeuilles, qui ont souscrit à plusieurs portefeuilles. Moi, ce que je dirais, alors déjà, il ne faut pas forcément, même je ne conseille pas de faire ça, il ne faut pas se calquer exactement sur ce que je fais, parce que chacun peut avoir des caractéristiques, des objectifs différents des miens. On ne va pas gérer de la même façon un portefeuille de 30 000 euros et un patrimoine comme le mien qui dépasse 1 million parce que on n'a pas forcément, on ne va pas prendre le même type de risque, on ne va pas avoir les mêmes objectifs là-dessus. Clairement, si on a 20 000 euros, qu'on est jeune, il faut être beaucoup plus offensif et il va falloir privilégier dans les valeurs que je propose celles qui sont les plus offensives, qui ont les plus gros potentiels de plus-value, quitte à accepter un risque beaucoup plus élevé. Et inversement, si vous êtes nettement plus âgé que moi et que vous avez un objectif principalement de rente, à ce moment-là, vous allez privilégier le portefeuille dividendes et rendements, qui quand même a des potentiels de plus-value, hein, j'en ai parlé dans une vidéo avec Charles récemment, qui ne sont pas du tout négligeables, mais voilà, vous pourrez privilégier dans ce portefeuille les valeurs qui ont des caractéristiques de rente pure, ou bien dans le portefeuille PEA, les valeurs qui sont vraiment les plus défensives, et j'explique desquelles il s'agit, pour vraiment limiter la volatilité et le risque de perte autant que vous le souhaitez. Donc tout ça, c'est adapté en fonction de votre situation, évidemment. Je vais quand même donner un ordre de grandeur. De façon générale, je vous conseille d'avoir à peu près 60% en PEA et 40% en dehors du PEA. Ces 40% en dehors du PEA, ils vont vous permettre de profiter des opportunités sur les marchés émergents, des opportunités de long terme qui existent en ce moment sur le secteur pétrole-gaz, et en PEA, l'offre est assez limitée. Sauf si on a accès à la Pologne dans son PEA. Dans ces cas, on a un petit peu plus déjà d'opportunités sur le secteur pétrolier, mais sinon, en PEA, c'est quand même assez restreint. Donc, si vous voulez aller sur le pétrole et les matières premières, si vous voulez aller vraiment sur le secteur, il faut au moins avoir accès au marché anglais sur lesquels il y a pas mal de bonnes valeurs. Et là, ça se fait hors PEA. C'est la même chose pour une certaine valeur de rendement qui ne sont pas éligibles au PEA, les foncières notamment, et évidemment les opportunités qui existent sur les marchés asiatiques. Donc la répartition 60-40, 60 pour la fiscalité et 40 pour les autres opportunités, je pense que c'est une bonne clé de répartition. Donc voilà, après vous voyez au sein des portefeuilles que je propose ce que vous choisissez. De façon générale,
évitez d'avoir plus de 20 valeurs parce que vous allez vous disperser, ça va être compliqué à suivre, à moins que vous ayez beaucoup de temps à y consacrer. Il n'y a pas besoin de plus de 20 valeurs pour avoir un portefeuille bien diversifié. Je dirais que selon ce que vous avez à placer, entre 10 et 20 valeurs, c'est déjà une bonne diversification, c'est un bon niveau. Et si vous avez un petit portefeuille, que vous êtes jeune et que vous avez envie de concentrer les investissements pour augmenter la performance en échange d'un risque plus élevé, vous pouvez même descendre à un niveau de 7 à 10 valeurs que vous aimez vraiment beaucoup. Voilà pour ces quelques remarques de fonctionnement. De façon générale quand même, sur l'ensemble de mes portefeuilles, je fais toujours attention aux caractéristiques défensives des valeurs que je sélectionne, surtout dans le contexte actuel. Et quand une valeur a un profil particulièrement agressif, particulièrement spéculatif ou risqué, je vais vraiment le préciser dans les reportings et je vous dirai, là attention, n'allez pas placer plus de 4 ou 5% du total de votre portefeuille sur cette valeur. Elle est là pour dynamiser l'ensemble et puis, mais il faut évidemment rester raisonnable sur ce genre de ligne. Inversement, si une valeur a d'excellentes caractéristiques défensives, je vous l'expliquerai aussi dans les reportings pour que vous puissiez être rassuré si vous voulez investir dessus une ligne plus importante.